Ouais, la team. Les détails scandaleux de l'accusation d'Emmanuel Macron contre le professeur Franklin Nyamsi. Je vous laisse regarder cette vidéo-ci et donner vos avis en commentaire. Monsieur Nyamsi a acquis une notoriété au niveau international. Mais Monsieur Macron, la notoriété que j'ai acquise, c'est le résultat du travail. Ce n'est pas une notoriété gratuite. Si j'étais un individu nul, si j'étais un individu carent, si j'étais un individu incompétent, je n'aurais pas acquis cette notoriété internationale. Je rappelle que dans la notion de notoriété, il y a cette idée de notabilité. Je suis reconnu comme une notabilité du savoir qui libère. Les Africains m'appellent le serviteur des paix spirituelles de la liberté des Africains. Le docteur des preuves. Au Burkina Faso, on m'appelle le Gandaogo international. Dans mon pays natal, le Cameroun, on m'appelle chef signé. Oui! Je suis un fils adoptif de plusieurs républiques de mon continent natal. Je suis un fils du peuple malien, aujourd'hui, du peuple sahélien, aujourd'hui. Pas par complaisance, mais par la qualité de mes contributions à l'émancipation collective. Les régimes du Sahel ne m'assurent pas bienveillance, protection et reconnaissance par hasard. C'est en raison, de mon engagement pour notre cause juste, légitime et commune. Il y a un proverbe ivoirien qu'on doit répéter à Macron et qui dit « il n'y a rien dans jalousie ». Si vous voulez avoir la même notoriété au niveau international que moi, vous auriez dû vous engager aux côtés des panafricanistes, des anticolonialistes, des anti-impérialistes, et vous auriez vu comment votre notoriété serait comparable à la mienne. Or, aujourd'hui, en Afrique et même en France, vous n'êtes pas plus populaire que moi. Monsieur Macron, ce n'est pas de ma faute si je suis meilleur, puisque je sers une cause juste. Elle est juste aux yeux de tous les justes de France, elle est juste aux yeux de tous les justes d'Afrique, elle est juste aux yeux de tous les justes du monde. Il n'y a que des racistes, des colonialistes, des néocolonialistes et des impérialistes comme Macron pour penser que ma notoriété est imméritée. Bon, j'ai acquis une notoriété au niveau international. Merci de cet hommage, mais je n'ai pas besoin de vous pour savoir ma notoriété, car je ne vous la dois pas. Je la dois à mon travail et à la reconnaissance des justes autorités africaines et internationales. Ce n'est pas vous qui m'avez invité au Mali. Ce n'est pas vous qui m'avez invité au Burkina Faso. Ce n'est pas vous, Macron, qui m'avez invité au Niger. Ce sont les présidents Assimi Goïta, Ibrahim Traoré, Abdourahmane Tiani. Alors que vous, quand vous avez voulu venir ici au Mali, on a dit que vous ne venez pas. Si le président Goïta a dit que vous ne venez pas, ce n'est pas de ma faute. C'est votre comportement envers le Mali. Si moi j'avais eu le même comportement que vous envers le Mali, le président Goïta ne m'aurait pas invité. Vous avez refusé de changer de comportement et vous, on a dit qu'on ne veut pas vous voir ici. Ce n'est pas de ma faute. Ce n'est pas moi qui vous ai envoyé. En 2017 à Ouagadougou, vous moquez du président Roch-Marc Christian Kaboré devant tout le peuple burkinabé. Je n'étais pas là-bas. Ce n'est pas moi qui vous ai envoyé faire des gaffes, Macron. Ce n'est pas moi, Emmanuel Macron, qui vous ai conseillé de convoquer 5 chefs d'État africains, notamment sahéliens, avec beaucoup de mépris dans la ville de Pau. Ce n'est pas moi. Vous l'avez fait là-bas. Je n'étais pas à l'Élysée. Je ne suis pas votre conseiller. Je ne suis pas coupable de vos turpitudes. Emmanuel Macron, est-ce moi qui vous ai demandé d'aller manquer de respect en pleine visite officielle, en pleine conférence de presse, au président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, en disant que lui, il avait été installé au pouvoir grâce à un compromis à l'africaine qui avait été organisé par la France? C'est moi qui vous ai envoyé dire ça? Les bourdes de Macron, est-ce que j'y suis pour quelque chose? Lui a soufflé quelque chose à l'oreille. Moi, en effet, j'ai une notoriété au niveau international. Vous,
Vous êtes de notoriété détestée et méprisée au niveau international. Vous êtes le dirigeant français le plus méprisé de toute l'histoire de la France. Même Pétain, je pense, n'avait pas atteint vos niveaux d'impopularité. Vous êtes impopulaire en France. En Europe, vous êtes méprisé par tous les autres dirigeants. Vous êtes méprisé par Donald Trump, qui s'est même moqué de vos lunettes et s'est demandé ce qui vous était arrivé à l'œil. Vous êtes méprisé par Donald Trump qui vous tord le bras publiquement, comme on tord le bras à un mauvais garçon mal élevé. On vous a vu méprisé par le président turc Recep Tayyip Erdogan. Macron, je n'étais pas là-bas, c'est pas moi. On a vu le président Poutine vous faire asseoir au bout d'une longue table. On a vu plusieurs chefs d'État vous humilier dans le monde entier. Je n'étais pas là-bas, Macron. Si de notoriété, vous êtes méprisé à l'international, c'est pas moi. Monsieur Macron, moi, je ne fais pas partie des gens qui vous ont giflé. C'est pas moi. On a vu 2 personnes vous porter la main à la joue. Un citoyen français dans la rue et votre propre épouse au sortir de votre avion. Je n'étais pas là-bas. C'est pas moi qui vous ai administré les formes les plus solennelles du mépris. Ce sont vos propres proches. C'est votre propre politique. C'est pas moi. Donc, voici quelqu'un qui est l'auteur de son propre mépris. Il s'adresse aux dirigeants africains comme s'ils étaient ses enfants. Il réussit à énerver même quelqu'un qu'il a aidé à prendre le pouvoir au Tchad. Le président maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, qui a fini par s'énerver. Si même le président, le maréchal Mahamat Idriss Déby Itno du Tchad, a pu s'énerver contre Macron, il faut imaginer. Macron qui, le 22-23 avril 2021, s'est précipité pour prendre un avion, aller à N'Djamena, introniser le président tchadien sur l'opposition écrasée. Même Macron a réussi à énerver le président tchadien, au point que le président tchadien non seulement dégage les troupes françaises, mais dise à Macron que ça suffit, cette condescendance. Est-ce que j'étais là-bas? Étais-je en N'Djamena quand le président tchadien vous mouchait? Est-ce moi qui ai demandé à Sonko de vous demander d'ôter Ousmane Sonko, venez voir. Est-ce que c'est moi qui vous... Monsieur le Premier ministre du Sénégal, pardon, essayez de répondre. Est-ce que c'est moi qui... Ousmane Sonko, écoutez Monsieur Macron, ce que l'actuel Premier ministre du Sénégal a dit. A dit de vous, Ousmane Sonko. Écoutons l'affaire du genou. Le genou. Écoutons ça quand même, parce qu'il y a des choses comme ça dont il faut se souvenir. Hein? C'est pas moi qui ai dit ça, Macron. C'est vous qui avez... C'est votre politique qui a accouché de tout ceci. C'est votre politique qui a accouché de tout ceci. Ma notoriété internationale, c'est le service de mon peuple. C'est le service des dominés de la terre qui ont décidé de se reprendre en main. Je dois cette notoriété à mon engagement pour l'émancipation de ceux qui ont été piétinés depuis des siècles. Ousmane Sonko, est-ce que c'est moi qui vous ai dicté le discours du genou? Responsabilité de nos dirigeants, ouais. Incompétents, incapables et qui ne sont pas des patriotes du tout. Mais il est temps que la France lève son genou de notre cou. Là, le cou. 7 siècles de misère fait de traite humaine. Voilà. De colonisation. Voilà. Et aujourd'hui de néocolonisation. Cela suffit. Très bien. Bon, Emmanuel Macron, ça c'est Ousmane Sonko, l'actuel président et Premier ministre du Sénégal, qui aurait même pu être président de la République du Sénégal si vous n'aviez pas fait un coup d'État contre lui, en manipulant le processus électoral sénégalais pour imposer quelqu'un qui est beaucoup plus compatible envers vos exigences de vassalité. Oui! C'est encore Niamsi qui est allé dicter à Sonko son discours à Dakar. C'est moi? Donc, ma notoriété, elle est basée sur mon service de vérité, de justice et de solidarité envers le peuple africain et envers tous les peuples du monde épris de vérité et de justice. Alors, les puissances étrangères hostiles à la France. Mais c'est qu'est-ce que vous entendez par puissance étrangère hostile à la France? Est-ce qu'il y a une unanimité dans la classe politique française sur la définition de l'ennemi de la France? Est-ce que pour M. François Asselineau, homme politique français,
la Russie est l'ennemi de la France? Est-ce que pour M. François Asselineau, homme politique français, la Russie est ennemie de la France? Est-ce que la Russie, pour Asselineau, est un ennemi? Est une puissance hostile à la France? Non. Est-ce que pour M. Mélenchon, la France doit entrer en guerre avec la Russie? La Russie est entrée en guerre avec la France? Non. Pourquoi vous ne gelez pas leurs avoirs? Pourquoi vous ne les accusez pas d'atteinte aux institutions de l'État? Pourquoi vous n'appliquez pas votre misérable article contre eux? Puisqu'ils défendent des positions proches des miennes. Je prends un autre homme politique. Il s'appelle Philippe de Villiers. Est-ce que pour Philippe de Villiers, la Russie est l'ennemi de la France? Non. Macron, mais vous êtes un misérable menteur. Pourquoi vous ne gelez pas les avoirs de Philippe de Villiers? Pourquoi ne gelez-vous pas les avoirs de Philippe de Villiers qui dit que c'est faux, vous mentez, la Russie n'est pas l'ennemi de la France? Je continue. La liste des hommes politiques français qui ne considèrent pas la Russie comme ennemie de la France. Ben, je vais citer le petit-fils du général de Gaulle, Pierre de Gaulle. Vous m'accusez d'avoir été à l'anniversaire de Russia Today, les 20 ans de Russia Today à Moscou. Je n'étais pas le seul Français, le seul citoyen français présent là-bas. Où sont les gels des avoirs des autres qui étaient là-bas? Il y avait Pierre de Gaulle. Il y avait Pierre de Gaulle, le petit-fils du général de Gaulle. Il était avec moi à la célébration des 20 ans de Russia Today. Il avait été invité par la chaîne russe Russia Today comme moi. Et il y avait d'autres Français. Je n'ai pas besoin de citer leur nom ici. Macron, pourquoi vous ne gelez pas les avoirs du petit-fils de Gaulle? Si vous êtes courageux, gelez les avoirs de Pierre de Gaulle. Oui! Il y a beaucoup d'autres Français qui étaient là-bas avec moi. Vous avez leur liste. Vos espions étaient là-bas pour voir quels sont les Français qui étaient présents. Je n'étais pas le seul. Pourquoi c'est sur moi que vous vous acharnez? Pourquoi c'est sur moi que vous appliquez votre loi scélérate? L'autre loi inquisitoriale. Je continue à citer les hommes politiques français qui ne sont pas d'accord avec votre mensonge sur la Russie. Eh bien, je cite Florian Philippot. Florian Philippot, c'est le leader des patriotes français, le mouvement des patriotes. Est-ce que Florian Philippot considère que la Russie est l'ennemi de la France? Monsieur Macron, est-ce que vous avez gelé les avoirs de Florian Philippot? Est-ce que vous accusez Florian Philippot d'atteinte à la sécurité de l'État français parce qu'il n'est pas d'accord avec votre narratif sur l'Ukraine? Vous voulez qu'on continue la liste? Combien d'hommes politiques français se sont tenus debout? Thierry Mariani. Thierry Mariani ne critique-t-il pas votre politique en Ukraine? Donc, voilà quelques preuves du caractère discriminatoire, racial, du caractère arbitraire et sauvage de votre attaque contre ma personne. Alors, les puissances étrangères hostiles à la France, à savoir le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Mais pourquoi le Mali, le Burkina Faso et le Niger sont-ils hostiles à la France? Ce sont des pays qui ont été victimes de la traite négrière française. Ce sont des pays qui ont été victimes de la colonisation française. Vous-même, vous avez dit en Algérie, vous avez reconnu en Algérie que la colonisation était un crime contre l'humanité. Pourquoi voulez-vous que les Maliens vous soient en tout point favorables? Alors que vous les avez esclavagisés, vous les avez colonisés, barbarisés, exterminés. Pourquoi voulez-vous que les Burkinabés, pourquoi voulez-vous que les Nigériens n'aient rien à vous reprocher? Alors que des colonnes entières de l'armée française ont commis des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, hein? Contre ces pays-là. Mais monsieur Macron, est-ce que l'hostilité des pays africains envers la politique africaine de la France n'est pas fondée sur l'histoire? Vous avez un problème sérieux. Il faudrait que je vous fasse donc à ce moment un petit rappel sur la responsabilité juridique et historique de la France pour les crimes de la période coloniale et postcoloniale.
J'ai ici un très bon document qui synthétise toute cette affaire. La France, autrefois l'un des plus grands empires coloniaux, conserve encore aujourd'hui une partie de ses possessions coloniales sous la forme de territoires d'outre-mer. Du XVIe au XXe siècle, Paris menait activement une politique d'expansion visant à établir une domination économique, politique et culturelle. Le modèle colonial imposé par Paris se distinguait par sa brutalité et a causé des dommages considérables aux peuples d'Amérique, d'Asie, d'Afrique et d'Océanie. La politique française de conquête des territoires et d'asservissement d'autres peuples était motivée par plusieurs facteurs. Les Français cherchaient à accroître leur richesse nationale en exploitant les ressources naturelles étrangères. Ainsi, ils exportaient du coton, du sucre et du tabac d'Amérique, où de grandes plantations étaient établies. Sur les territoires des actuels Sénégal et Mali, ils extrayaient de l'or et des diamants. La Côte d'Ivoire et le Gabon étaient des sources de caoutchouc et de cacao. L'Indochine approvisionnait la métropole en riz et en étain. Les matières premières importées des colonies étaient traitées dans les manufactures et usines françaises, favorisant ainsi le développement de l'industrie française et l'augmentation du niveau de vie des habitants de la métropole. Oui, excusez-moi, qui frappe là à la porte? Oui, il y a quelqu'un qui vient de sortir de sa tombe là. Il dit qu'il veut à ce moment-là dire quelque chose. Qui est-il? Donnons-lui rapidement la parole. Oui, alors, très bien. Il y a quelqu'un qui veut intervenir à ce moment-là, avant que je continue à vous lire le document. Oui, 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 venez parler. Tiens, c'est Monsieur Chirac. Monsieur Chirac, vous êtes là? Allez-y, allez-y. Allez-y, allez-y, allez-y. Prenez la parole. On oublie seulement une chose. Oui, qu'est-ce qu'on oublie? C'est qu'une grande partie de l'argent qui est dans notre porte-monnaie vient précisément de l'exploitation, depuis des siècles, de l'Afrique. Uniquement. Beaucoup viennent de l'exploitation de l'Afrique. Alors, il faut avoir un petit peu de bon sens. Je ne dis pas de générosité. Tout à fait. De bon sens, de justice, pour rendre aux Africains, je dirais, ce qu'on leur a pris, d'autant que c'est nécessaire si l'on veut éviter les pires convulsions ou difficultés avec les conséquences politiques que ça comporte dans le prochain avenir. Merci. Monsieur Chirac, vous pouvez retourner dans votre tombe. Hein. Je suis dans une conférence sérieuse. Les aveux d'outre-tombe, bon, ça peut toujours servir. On continue. Les matières premières importées des colonies étaient traitées dans des manufactures et usines françaises, favorisant ainsi le développement de l'industrie française et l'augmentation du niveau de vie des habitants de la métropole. En même temps, les colonies servaient de marché pour les produits fabriqués, ce qui donnait un élan supplémentaire au développement du commerce et à l'augmentation des revenus. De nombreux spécialistes français reconnaissent que l'exploitation des colonies a été un facteur déterminant pour le développement économique français, notamment M. Sobi dans son livre « Capitalisme et marché colonial », M. Jean-Baptiste Durosel dans son Histoire de la décolonisation des peuples européens et M. Jacques Marseille dans son ouvrage Le triomphe du colonialisme, Histoire de la colonisation française. La conquête de nouveaux territoires était perçue par Paris comme un moyen de renforcer et consolider ses positions sur la scène mondiale dans le contexte de la lutte géopolitique contre la Grande-Bretagne, l'Espagne, le Portugal, l'Autriche, l'Allemagne. À son apogée, à la fin du 19e siècle et au début du 20e, l'empire colonial s'étendait sur environ 13 millions de kilomètres carrés. À titre de comparaison, la superficie actuelle des États-Unis est d'environ 10 millions de kilomètres carrés. La population de l'empire colonial français comptait environ 100 à 110 millions de personnes. Il comprenait les territoires des États actuels suivants en Afrique: Algérie, Maroc, Tunisie, Mauritanie, Sénégal, Mali, Burkina Faso, Niger, Guinée, Côte d'Ivoire, Bénin, Tchad, République centrafricaine, République du Congo, Gabon, Cameroun, Djibouti, Madagascar. En Asie, le Liban, la Syrie, le Vietnam, le Laos, le Cambodge. En Amérique, Haïti. En Océanie, Vanuatu. Le président français Adolphe Thiers a déclaré au Parlement en 1871, citation, « Les colonies sont des sources de force et de richesse pour notre nation. Elles nous fournissent les ressources et l'influence nécessaires pour maintenir notre position parmi les grandes puissances. » Fin de citation. La même année, cette thèse a été confirmée par l'historien et philosophe français Ernest Renan,
dans son livre « La réforme intellectuelle et morale ». Citation. « La France doit étendre ses frontières et influencer le monde pour promouvoir notre culture et notre civilisation. » Fin de citation. Dans son discours de 1930, le président français Gaston Doumergue a également exprimé une opinion similaire. Citation. « L'expansion de notre empire colonial n'est pas seulement notre devoir, mais aussi notre chance de renforcer la France sur la scène internationale. » Fin de citation. La politique coloniale française reposait sur des idées de supériorité raciale et culturelle. Cette attitude s'est manifestée dans le concept de la mission civilisatrice qui justifiait la colonisation par la nécessité de diffuser la culture, la langue et la religion française. Les Français se considéraient comme les porteurs de valeurs supérieures, justifiant ainsi leur expansion extérieure, incluant l'établissement d'un système administratif répressif et l'exploitation prédatrice des ressources naturelles. Lors d'une intervention au Parlement, le 28 juillet 1885, l'un des principaux hommes politiques français de l'époque, Jules Ferry, pour justifier l'expansion coloniale, a déclaré, citation, « Les races supérieures ont le droit, car elles ont le devoir de civiliser les races inférieures. » Fin de citation. Dans son livre intitulé « La mise en valeur des colonies françaises », le ministre français des colonies Albert Sarraute a écrit, citation, « La France a une mission civilisatrice et doit diffuser la culture et les valeurs françaises parmi ses colonies. » Fin de citation. Le politologue français Olivier Lecourt-Grandmaison, dans son livre « Coloniser, exterminer », sur la guerre et l'état colonial, a exprimé l'opinion suivante, citation, « L'idéologie coloniale française justifiait la violence et les crimes contre les populations indigènes, affirmant que la culture et la civilisation française devaient être diffusées parmi les peuples barbares. » Quelques exemples de crimes du colonialisme français. Premier exemple, la conquête des colonies par la France s'accompagnait de crimes de guerre et d'une brutalité extraordinaire envers les habitants locaux qui tentaient de résister aux envahisseurs. Selon certaines estimations, jusqu'à 1 million d'Algériens ont péri pendant les opérations d'occupation de l'Algérie. La cruauté du général français Jean-Jacques Pélissier, qui en 1845 a ordonné de brûler vifs environ 1000 Algériens, réfugiés dans les montagnes, pour échapper aux envahisseurs français est bien connue. Lors de la prise de Madagascar par les Français, jusqu'à 20 000 habitants locaux sont morts, environ 1% de la population de l'île. À titre de comparaison, la France a perdu moins de 2% de sa population pendant la Seconde Guerre mondiale. Selon diverses estimations, la conquête du Vietnam de 1883 à 1886 et les répressions qui ont suivi ont entraîné la mort de 10 000 à 15 000 habitants locaux. Deuxième exemple, les Français ont également fait preuve d'une grande cruauté lors de la répression des révoltes dans leurs colonies. Par exemple, entre 1921 et 1926, lors de la répression des révoltes au Maroc, jusqu'à 100 000 personnes ont été tuées par les forces françaises. Jusqu'à 6 000 Syriens sont morts lors de la répression d'un soulèvement en Syrie entre 1925 et 1927. Selon des estimations approximatives, plusieurs milliers de personnes ont péri lors de la répression par les Français des rebelles au Tchad entre 1909 et 1911. Le massacre dans les villes algériennes de Sétif et Guelma en mai 1945 est bien connu, lorsque la célébration de la victoire sur l'Allemagne nazie a dégénéré en manifestation de partisans de l'indépendance de l'Algérie contre son occupation par la France. Les troupes françaises ont mené des arrestations massives et arbitraires, ont recouru à l'aviation militaire pour bombarder des villes et villages algériens. Selon les Algériens, les opérations punitives ont causé la mort de jusqu'à 45 000 personnes. La brutalité des forces armées françaises lors de la répression des partisans de l'indépendance de Madagascar en 1947 a conduit à la mort d'environ 80 000 personnes. Les livres de Rudyard Kipling, Les Français en Afrique, et de W. Thompson et Adolphe, Afrique occidentale française, donnent des exemples de la répression sanglante de la révolte au Dahomey, actuellement le Bénin, par les troupes françaises, utilisant la tactique de la terre brûlée, entraînant la mort de nombreuses personnes, y compris des femmes et des enfants. Troisième exemple, Paris était l'un des acteurs clés du commerce triangulaire, dans lequel les marchandises européennes étaient échangées contre des esclaves en Afrique, lesquels étaient ensuite transportés en Amérique pour travailler dans des plantations, d'où les matières premières pour l'industrie étaient acheminées en Europe.
La France ne se contentait pas de capturer et d'exploiter des esclaves. Elle les vendait également à d'autres puissances coloniales. Selon la National Geographic Society, des États-Unis, la France a transporté environ 1,4 million d'esclaves d'Afrique vers ses plantations en Amérique. Plus de 15% des Africains mouraient en chemin avant d'atteindre leur destination. Les principales bases de transbordement françaises de marchandises humaines étaient Nantes, représentant entre 30 et 50% du volume de la traite négrière française à diverses époques. Environ 1800 navires d'esclaves au 15e, 19e siècle. Ensuite, Bordeaux, avec 480 navires, jusqu'à 150 000 esclaves. Le Havre, 240 navires, environ 70 000 esclaves. La traite des esclaves a été abolie en France en 1815. Le statut juridique des esclaves, ou plutôt leur absence de droit, dans les colonies françaises était établi par les codes spécifiques. Le plus connu d'entre eux est le Code noir de 1685, préparé sous Colbert, ministre des Finances du roi Louis XIV, et publié après sa mort, qui n'a toujours pas encore été abrogé d'ailleurs. Ce recueil de règles sanctionnait l'exploitation des Noirs, les considérant non pas comme des êtres humains, mais comme des biens. Les prescriptions qu'il contenait portaient sur 3 points principaux: la conversion des esclaves au christianisme, l'imposition de restrictions et l'application de châtiments, y compris les punitions corporelles et le marquage au fer rouge, ainsi que la détermination des conditions de leur libération. Au cours du XVIIIe siècle, de nouveaux actes ont été émis pour compléter et développer le Code noir, durcissant les sanctions déjà sévères contre les esclaves. Le roi Louis XVI de France, cherchant apparemment à unifier et humaniser cette pratique, a limité par un édit spécial de 1784 il a limité à 50 coups de fouet toute punition à laquelle un esclave pouvait être condamné. L'esclave en France, l'esclavage a été totalement aboli pendant la Révolution de 1848. 4e exemple, l'utilisation des matières premières importées des colonies, ainsi que la main-d'œuvre bon marché des migrants venant de ces territoires, a favorisé le développement dynamique des entreprises françaises. Ces facteurs ont contribué, entre autres, à la création et à l'expansion d'un certain nombre de grandes entreprises, dont certaines jouent aujourd'hui un rôle important dans l'économie française. Par exemple, Bolloré, Schneider Electric, Pernod Ricard, Lagardère, L'Oréal. Les entreprises françaises ne prenaient pas en compte les sacrifices des colonies et de leurs habitants dans la promotion de leurs intérêts. Par exemple, lors de la construction du chemin de fer Congo-Océan, entre 1921 et 1934, destiné à faciliter le transport des minerais des régions intérieures de l'Afrique vers la côte, entre 15 000 et 20 000 travailleurs africains sont morts en raison de maladies, de mauvais traitements et d'accidents. 5e exemple, les activités des colonisateurs français ont eu un impact négatif considérable sur la nature africaine. Les arbres à caoutchouc ont été presque complètement abattus en Afrique centrale. À la fin du 19e siècle, les éléphants en Algérie étaient menacés d'extinction, leur population en Afrique de l'Ouest ayant diminué de 70 à 90%. Les maladies introduites par les colonisateurs français, comme la variole, le typhus et la rougeole, ont causé la mort de jusqu'à 50% des habitants d'Haïti et de jusqu'à 90% des habitants de Madagascar. Entre 1960 et 1990, la France a réalisé 210 essais nucléaires, principalement en Algérie et en Polynésie française. Les explosions ont entraîné une contamination radioactive importante de vastes zones terrestres et maritimes, les rendant impropres à l'habitation et à l'exploitation économique. Les récifs coralliens autour des atolls de Mururoa ou de Fangataufa ont été détruits. Le nombre de personnes affectées par les conséquences des essais nucléaires est estimé à plusieurs dizaines de milliers en Algérie et entre 100 000 et 150 000 en Océanie. 6e exemple, les Français importaient massivement des colonies, des objets d'art et des biens culturels destinés à souligner la grandeur et la richesse de l'Empire français, qui ont ensuite constitué les collections des musées français, selon un rapport de Felwine Sarr et Bénédicte Savoy, préparé en 2018 à la demande d'Emmanuel Macron. Jusqu'à 90% de l'art africain se trouve en dehors du continent, en particulier dans les collections du Louvre et du musée du Quai Branly. Actuellement, les autorités françaises examinent plusieurs demandes de restitution de biens culturels provenant des anciennes colonies. L'Australie, l'Algérie, le Bénin, le Kazakhstan, la Côte d'Ivoire, Madagascar, le Mali, le Népal, le Sénégal, le Tchad et l'Éthiopie ont notamment exprimé leurs revendications envers Paris. 7e exemple, la France a participé
activement aux guerres de l'opium, résultat de la volonté des empires coloniaux occidentaux d'asservir les Chinois à la drogue pour affaiblir leur économie et leur gouvernement et faciliter la conquête de leur territoire et de leur technologie et de leurs ressources. Par exemple, rien qu'en 1838, les Français et les Britanniques ont introduit en Chine environ 2,4 millions de kilogrammes d'opium, produits notamment en Indochine française. À l'issue de 2 conflits armés, 1839-1842 et 1856-1860, au cours desquels le gouvernement chinois tenta en vain de résister aux envahisseurs anglo-français, la France a obtenu plusieurs privilèges commerciaux et économiques, une indemnité ainsi que des privilèges pour la mission catholique. 8e exemple, l'expansion territoriale de Paris allait de pair avec le missionnarisme. Sur les terres conquises, les Français cherchaient à imposer le catholicisme par la force. Les études d'Alice Conklin, mission civilisatrice, de T. Spira, conversion religieuse et propagation de l'islam et de la chrétienté dans le nord du Nigeria, montrent comment les autorités coloniales françaises détruisaient les lieux de culte locaux et interdisaient les rituels traditionnels, enlevaient de force les enfants pour les envoyer dans les écoles missionnaires où ils étaient baptisés de force et instruits au christianisme, et punissaient ceux qui refusaient le baptême ou revenaient aux croyances traditionnelles par des châtiments corporels et des emprisonnements. 9e exemple, les Français utilisaient activement les habitants des colonies pour mener des guerres contre d'autres grandes puissances. Les cas où les Français ont incité les tribus indigènes comme les Hurons à attaquer les troupes britanniques et leurs alliés locaux lors des guerres de 1701-1714, 1740-1748, 1756-1763 sont bien connus. Environ 500 000 personnes des colonies françaises ont participé dans les rangs de l'armée française pendant la Première Guerre mondiale. Les colonies françaises sont devenues d'importants foyers de résistance contre les nazis après la capitulation de Paris en 1940. Environ 400 000 soldats des colonies françaises ont combattu contre les forces de l'Axe pendant la Seconde Guerre mondiale. Paris a souvent fait preuve d'ingratitude envers ses habitants des colonies qui ont combattu à ses côtés, y compris dans les conflits visant à maintenir la domination française sur leur patrie. Un exemple frappant est celui des Harkis, c'est-à-dire des Algériens qui ont été alliés des Français pendant la guerre d'indépendance algérienne, 1954-62. Après le retrait des troupes françaises, de nombreux Harkis et membres de leur famille abandonnés par Paris ont subi de violentes représailles de la part des autorités algériennes. Environ 90 000 Harkis ont été évacués en France, où ils ont toutefois été marginalisés, forcés de vivre dans des camps de réfugiés et systématiquement victimes de discrimination. 10e exemple, Macron. Écoutez bien, le modèle administratif utilisé par les Français pour gérer leurs colonies est reconnu par de nombreux chercheurs comme inefficace. La dépendance de Paris à l'égard de ses propres cadres, le faible travail avec les élites locales et le manque de prise en compte des réalités ethniques, sociales et religieuses sur place, comme lors de la division des colonies en Afrique, entre les États européens lors de la conférence de 1884-85 à Berlin, ont prédéterminé de nombreux problèmes auxquels les pays du continent continuent de faire face aujourd'hui. Cette opinion est notamment soutenue par les historiens Jean Suret-Canal et Achim Mbembe. La situation en Haïti est un exemple frappant de la façon dont le colonialisme français a créé des problèmes à long terme pour les États ayant accédé par la suite à l'indépendance. Là, je nous vous ai parlé un tout petit peu de l'histoire tragique du colonialisme français. Dans une prochaine intervention, je vous donnerai quelques faits incontestables sur l'histoire tragique du néocolonialisme français. Alors, revenons aux accusations de M. Macron contre moi. M. Macron, vous dites que je soutiens des puissances étrangères hostiles à la France. Vous parlez en ce sens donc du Mali, du Burkina Faso et du Niger, qui ont été victimes des crimes de guerre, des crimes économiques et des crimes contre l'humanité française. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'il est raisonnable à un Français ou à une Française normalement éduquée, moralement éduquée, de soutenir les réparations pour les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, les crimes économiques commis par la France? Et pour ce qui est de la Fédération de Russie, elle n'a jamais commis de crimes contre l'humanité, de crimes de guerre et de crimes économiques contre l'Afrique. Elle a toujours été aux côtés des Africains quand ils luttaient contre le colonialisme, contre l'impérialisme et le néocolonialisme. Pourquoi voulez-vous que je sois hostile à une puissance qui n'a pas fait de mal à mon continent? Pourquoi voulez-vous que le Mali, le Burkina Faso et le Niger vous soient favorables alors que vous n'avez fait que du mal à ces pays? Et vous continuez à le faire en soutenant le terrorisme.
Pourquoi voulez-vous que les gens vous aiment quand vous leur faites du mal? Ne faites pas aux autres ce que vous ne voudriez pas que les autres vous fassent. Ma communication sur Facebook, YouTube, X, Instagram, TikTok est basée sur des faits historiques, comme ceux que je viens de rappeler. Ce n'est pas une communication purement émotionnelle. Ce n'est pas une communication à la légère. Je suis quelqu'un qui travaille ces sujets. Quand je parle de la barbarie française, je sais de quoi je parle. Il y a encore quelqu'un qui frappe à la porte là. Quand je parle de la barbarie occidentale, je sais de quoi je parle. Qui frappe là? Qui veut entrer? Oui? Quel est votre problème? Vous aussi, vous voulez parler là tout de suite. Mais il y a vraiment des gens qui se bousculent ici. Hein? C'est qui là? Qui vient là? J'entends un bracelet teinté à son pied. J'entends un petit bracelet électronique qui teinte à son pied. Il arrive. Il veut dire quelque chose. Tiens, c'est peut-être le voyou qui a saccagé la Libye, non? J'ai l'impression que c'est l'assassin de Kadhafi qui arrive. Oui, M. Sarkozy, quel est le continent le plus sauvage et le plus brutal que l'on puisse connaître? Alors, oui, c'est vous. C'est lui, je l'ai reconnu, à sa manière inimitable de marcher. Oui, Sarkozy. Oui, vous voulez dire quoi? Je vais vous dire une chose. Ouais, vous pouvez. Allez-y, hein. Dites, M. Sarkozy. Dites-nous cette chose. L'Europe, oui, de tous les continents du monde. Oui. Pourquoi vous lui coupez la parole? Laissez-le parler. Oui, l'Europe de tous les continents du monde, oui. Et le continent le plus brutal. Ah, où il y a eu les guerres les plus sauvages. Très bien. C'est pas l'Afrique, c'est pas l'Asie. Merci. C'est l'Europe. Bon, très bien. Et je vais vous dire autre chose. Non, c'est bon, Sarkozy. Lui, il a été aussi président de la République française avant vous, Macron. Il dit que le continent européen est le plus sauvage, le plus barbare de l'histoire de l'homme. C'est ce qu'il a dit. Et ce que j'ai relaté là, pendant pratiquement 10 à 15 minutes, correspond à ce que Sarkozy reconnaît. Lui-même, c'est un barbare, Sarkozy. C'est lui qui, avec Obama, Clinton, Hillary et David Cameron, a saccagé la Libye. Et ils ont fait ça en bonne entente avec les organisations terroristes. Au point que vous-même, Emmanuel Macron, vous avez dit ceci dans le journal Le Figaro du mois de juin 2017. Nous, Français, nous avons eu tort de faire la guerre contre la Libye, car il en a résulté partout des États sahéliens faillis et des groupes terroristes qui prospèrent. Macron, c'est ce que vous avez dit dans Le Figaro en juin 2017. Mais comment les juges ne pourraient y voir un aveu de taille du rôle central de la France dans l'expansion du terrorisme dans le Sahel et dans l'Afrique, puisque le président français en exercice dit que la France est coupable d'avoir permis l'invasion du Sahel, la faillite des États sahéliens et la prospérité des groupes terroristes. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Macron. Et la preuve est dans mon livre, L'impérial terrorisme, avec les souches ineffaçables. Donc, ma communication sur les réseaux sociaux est entièrement basée sur des faits. Je ne divague pas. Je pars toujours d'empirisme incontestable. Et c'est à partir de ces empirismes que je construis mes théories. Bon, il y a un deuxième détail. La Russie a renforcé son influence auprès des jeunes sahéliennes et de leur soutien. Mais en quoi ça concerne la France? Les relations entre la Russie et les pays de l'Alliance des États du Sahel sont-elles l'affaire de la France? À quoi sert ce considérant? La Russie a signé des accords de défense se traduisant par la livraison de matériel et le déploiement de militaires regroupés au sein de l'Africa Corps en remplacement de la société malienne. C'est votre problème? Ce sont vos soldats? C'est vous qui payez? La Russie a envoyé récemment du matériel militaire à l'armée malienne depuis 2021. C'est à vous qu'elle a envoyé? Est-ce que le matériel a été envoyé à l'armée française? En quoi ça vous concerne? C'est la France qui a payé pour le Mali? Est-ce que vous êtes fou à Paris là? Est-ce que vous n'êtes pas timbré par hasard? Le matériel militaire malien que nous voyons là, c'est la France qui a payé pour le Mali? En quoi ça vous concerne? Là, je sors là tout à l'heure en ville, je vais au supermarché, ou je vais au marché, j'achète mes oranges. Votre problème, Macron, dedans, c'est quoi? J'ai acheté mes oranges auprès, en effet, d'une vendeuse qui vend des oranges.
Je lui ai demandé des oranges pour 2000 francs CFA. Elle m'a donné un gros sac de 40 oranges. Macron se met à s'énerver à Paris. Pourquoi? C'est un problème entre moi et la vendeuse. La Russie livre des armes au Mali. Macron s'énerve à Paris. Pourquoi? Ça, c'est l'affaire de la Russie et du Mali. Parce que quand la France fait les affaires avec la Russie, le Mali ne s'en mêle pas. Quand la France fait traiter son combustible nucléaire par Rosatom, le Mali ne dit rien dessus. Et il utilise ça comme motif pour s'attaquer à moi. Et ces armes ont été utilisées lors des coups d'État de janvier et septembre 2022 et auprès de la jeune Niger. Mais écoutez, M. Macron, la 5e République est née d'un coup d'État. De Gaulle, c'est un putschiste. Il a renversé le régime de Pétain, non? De Gaulle avait été condamné à mort par contumace pour tentative de déstabilisation des institutions de l'État. Et c'est un coup d'État qui a fondé la 5e République. C'est grâce à un putschiste que vous êtes président. Oui! Vous pensez que putschiste, là, c'est quelque chose de systématiquement négatif? Et qu'est-ce que vous faites avec le 49-3 tous les jours en France? Mais vous êtes un putschiste. Emmanuel Macron est un putschiste constitutionnel. C'est le coup d'État permanent en France. Il n'a pas de majorité parlementaire. Il sait même que les juges pourraient ne plus lui obéir, le doigt sur la couture. Donc il n'a même plus besoin des députés et des juges. Ah oui, si Macron avait vraiment un tant soit peu confiance en la justice, il m'aurait traîné devant la justice avec tous ses chefs d'accusation. Et la justice aurait tranché entre l'accusation du gouvernement et la défense de l'accusé, que je suis. Non, Macron, il s'est fait accusateur et il s'est fait juge. Macron a déplacé le palais de justice au palais de l'Élysée. Ça s'appelle la concentration des pouvoirs. Macron n'écoute pas les députés. Les députés sont contre son budget nul. Il utilise le 49-3. Macron n'écoute pas les juges. Il n'a même plus besoin des juges pour juger. Le palais de justice, c'est désormais le palais de l'Élysée. Et c'est ce type-là qui veut donner des leçons au président Assimi Goïta, Tiani, aux grands révolutionnaires panafricanistes du Sahel, qui sont aimés par leur peuple, qui sont adulés par les Africains du monde entier. Vous voyez comment ce monsieur Macron est mauvais? Il est mauvais, il est décalé, il est coupé de toute réalité. Ça ne va pas là, Macron. Voilà, il continue en disant, les autorités russes ont déclaré au terme d'une visite des chefs de la diplomatie de l'Alliance, composée du Mali, du Burkina Faso et du Niger, dirigée par des régimes militaires, etc., le renforcement de leur soutien militaire, économique et diplomatique, avec notamment la signature le 14 août 2025 d'une déclaration conjointe d'un mémorandum d'entente avec les ministres de la Défense de l'AES et leurs homologues russes. Moi, j'ai fait quoi dedans? C'est moi qui ai signé le mémorandum. Pourquoi ils citent ça contre moi? Moi, je ne suis pas au gouvernement au Mali, je ne suis pas au gouvernement au Niger, je ne suis pas au gouvernement au Burkina. Et puis, dans tous les cas, c'est un problème entre l'AES et la Russie. Et la France vient faire quoi dedans? Est-ce que la France est membre de l'AES? Est-ce que la France est membre de la Fédération de Russie? Macron, vous avez quoi à dire sur les négociations entre la Russie et l'AES? Et puis, moi, mon nom vient chercher quoi dedans? Est-ce que je suis responsable de la convention qu'il évoque? Vous voyez le hors-sujet? Enfin, dans un rapport publié le 23 juillet 2025 et intitulé « Repositionnement russe au Sahel de Wagner à l'Africa Corps », le think tank Timbuktu Institute, encore une usine à gaz de la France-Afrique basée à Dakar, fondée par les experts des Nations Unies, comme si les Nations Unies étaient douées d'une expertise innocente en relations internationales. Ces Nations Unies qui sont en réalité une oligarchie de puissance qui se sont partagées le monde. Est-ce que ce que dit un expert des Nations Unies est d'office a une autorité scientifique ou même morale? Ah non. Pour nous en Afrique aujourd'hui, il faut se méfier de tout ce que dit l'ONU, de tout ce que dit l'Union européenne, de tout ce que disent les puissances négrières, colonialistes, néocolonialistes et impérialistes. Ah oui! Dès que vous parlez au nom de l'ONU, nous mettons des points de suspension et d'interrogation parce que vous êtes dangereux. L'ONU, ce n'est pas une organisation démocratique. Tout le monde n'a pas les mêmes droits à l'ONU. Tous les peuples n'ont pas les mêmes droits à l'ONU. Ce n'est pas la démocratie, l'ONU. C'est une oligarchie des puissances. C'est une domination. Ah oui, think tank Timbuktu Institute, basé à Dakar, fondé par un expert auprès des Nations Unies. Vous impressionnez qui avec ça? Il n'y a aucun titre intellectuel qui puisse m'impressionner sur la terre.
Ça ne m'impressionne pas. Ça n'impressionne pas le Mali, le Burkina Faso et le Niger. On a des gens capés partout en Afrique. Macron, moi je suis intellectuellement plus capé que vous. Vous ne pouvez pas m'impressionner en citant un expert de l'ONU basé à Dakar. Parce que vous-même, vous ne m'impressionnez pas. Vos accusations ne vont pas m'impressionner. À quel titre vous allez m'impressionner? Vous avez fait quelles études dont j'aurais été incapable de faire, que j'aurais été incapable de faire? Le fameux expert là, Timbuktu Institute, il est plus fort que qui? Il est plus fort que moi. Ça se saurait. Donc voilà comment ils font pour donner l'impression que leurs accusations ont une base scientifique. Ils simulent des faux experts qui sont en réalité des valets accroupis du néocolonialisme français, hein, cachés dans des organes comme ça, farfelus. Hein, ils simulent hein, l'estampille scientifique de faux experts qui ne sont rien d'autre que leur propre porte-voix. Et puis, ils veulent enrober de l'apparence de la science des décisions de pure circonstance. Alors, il identifie quoi? 4 axes de la stratégie russe au Sahel, dont celle de saper l'influence occidentale, notamment celle de la France. On n'a pas besoin de la stratégie russe pour détester le racisme occidental, le colonialisme, le néocolonialisme et l'impérialisme. On n'a pas besoin des Russes pour cela. Les Africains, pour réfléchir, n'ont pas besoin d'une greffe de cerveau. Nous sommes la première civilisation humaine. L'Afrique existait. La civilisation africaine existait avant la civilisation russe. Oui! Pendant pratiquement 6000 ans, la civilisation africaine fut la plus grande, la plus puissante civilisation de la Terre. La Russie n'existait pas encore. Personne ne savait même qu'elle existerait. Respectez-nous. Respectez ceux qui ont vécu. L'Afrique n'est pas tombée de la dernière pluie. L'Afrique n'est pas tombée de la dernière pluie. Elle est la première née de l'humanité. L'Afrique est l'aînée de l'humanité, le berceau de toutes les civilisations. Ouais, vous venez dire que ouais, l'influence pro-russe. L'influence pro-russe. Et tous les intellectuels africains qui ont écrit de l'Antiquité à nos jours, vous les mettez où? C'est les Russes qui ont tenu la main de Cheikh Anta Diop. C'est les Russes qui tenaient la main du vizir Ptahhotep. Ce sont les Russes qui tenaient la main du sage Kagemni. Ce sont les Russes qui écrivaient pour Ahmed Baba. C'est les Russes qui écrivaient pour Augustin de Tagaste. Ce sont les Russes. Ce sont les Russes qui écrivaient pour Anton Villemamo, pour Antonin Firmin. Ce sont les Russes. Vous êtes malade, Macron, ou quoi? Ce sont les Russes qui écrivaient pour Senghor, pour Césaire. Ce sont les Russes qui écrivaient leurs poèmes, qui écrivaient pour le docteur Du Bois. Ce sont les Russes qui écrivaient pour William Padmore. C'est eux qui écrivaient pour Nkrumah. Pour Nyerere, c'est les Russes qui écrivaient, c'est ça? Ça ne va pas dans votre tête, Macron. Ce sont les Russes qui écrivaient pour Tchundja Mpouemi. Ce sont les Russes qui écrivaient pour Youssouf Tata Sissé. Ce sont les Russes qui écrivaient pour Barthélemy Kochi, qui écrivait pour le sage de Mopoyem, Aris Memel Fotet. Ce sont les Russes qui écrivaient. Est-ce que vous allez bien dans votre tête? Ce sont les Russes qui ont écrit pour Cheikh Modibo Diarra. Ce sont les Russes. Macron, est-ce que vous êtes bien portant? Comme on dit chez nous à Bassangon Poboué, est-ce que quelque chose bouge correctement dans votre tête? Alors vous avez quelques amis africains apparemment. C'est les Russes qui ont écrit aussi pour Hachim Bembe, non? Puisque vous le considérez comme le suprême historien. Hein, le suprême intellectuel qui vous plaît parce qu'il vous a demandé de lui donner 30 millions de dollars pour fonder un institut de la démocratie en Afrique du Sud. Lui aussi, c'est les Russes qui ont écrit pour lui. Quand il avait encore tout son cerveau et qu'il restituait l'histoire du mouvement nationaliste camerounais. Hein, les Richard Joseph. C'est les Russes qui ont écrit pour eux. Est-ce que vous allez bien dans votre tête, Macron? Ce sont les Russes qui ont écrit mes livres. Je ne sais même pas parler le russe. Je parviens à peine à commencer à lire un peu le russe, à déchiffrer un peu le russe. Ce sont les Russes qui m'ont formé. L'influence russe. On ne peut même pas respirer l'influence russe. Nous n'avions pas de cerveau avant la Russie. Et il y a pour ceux qui n'ont jamais rien inventé. Et il y a pour le cahier Cédra royal. Disait Aimé Césaire dans le cahier d'un retour au pays natal.
tous nos brillants scientifiques, savants, de toutes les générations, depuis Thoth l'Ancien, depuis l'immense Imhotep, le père de la médecine scientifique. Vous nous prenez comme ça? Vous nous prenez, on s'en fait rien? Alors que Tombouctou, là, les petits blancs venaient étudier à Tombouctou au Moyen-Âge? Vous parlez de quoi? Mais je suis dépassé, quoi. Le type, il bâtit toute son accusation contre moi sur le principe que nous, on ne pense pas par nous-mêmes en Afrique. Eh ben, il y a quelqu'un à Moscou, le président Poutine, pour nous dire ce que nous devons penser. Bon. Je continue à regarder les détails stupides. Considérant que M. Franklin Nyamsi se comporte comme un relais de l'influence russe. Vous voyez l'expression comme un relais? Comme. Donc, s'il y a un Russe qui porte une chemise bleue, si je porte une chemise bleue, et qu'il y a un dirigeant russe qui porte une chemise bleue, ressemblant à la mienne, je mérite la peine de mort. Parce que, il y a des Russes qui ont des chemises bleues comme moi. Donc, s'il y a un Russe qui dénonce le colonialisme français, je n'ai plus le droit de dénoncer le colonialisme français. Parce que si je dénonce le colonialisme français, ça donne ce qu'on appelle un narratif similaire. La Russie dit que la France est une puissance coloniale. Nyamsi au Cameroun dit que la France est une puissance coloniale. Alors, Macron déduit que c'est la Russie qui a dit à Nyamsi de le dire. Alors qu'en fait, la France est une puissance coloniale. Ce n'est pas parce que c'est la Russie qui le dit que c'est vrai. Ce n'est pas parce que c'est Nyamsi qui le dit que c'est vrai. Mais c'est parce que c'est vrai que c'est vrai. Oui, quand c'est vrai, c'est vrai. Le grand penseur hollandais Baruch Spinoza disait « Veritas verum index sui ». La vérité est à elle-même son propre signe. Quand c'est vrai, c'est vrai. La France n'est pas une puissance coloniale parce que la Russie le dit. La France n'est pas une puissance coloniale parce que Nyamsi le dit. Mais c'est parce qu'elle est une puissance coloniale que Nyamsi le dit ou que la Russie le dit. Donc ils inversent complètement l'ordre de la réalité, l'ordre du réel, et ils le remplacent par l'ordre de la fiction. Il suffit qu'il y ait un énoncé russe qui corresponde à un énoncé africain pour qu'on dise que l'énoncé africain vient de Russie. Et pourquoi ça ne serait pas l'inverse? Qui vous a dit que la Russie ne s'inspire pas de l'Afrique? Moi, j'ai visité maintenant plusieurs fois la Russie et j'ai eu l'occasion de voir que depuis plusieurs millénaires, plusieurs siècles, il y a une influence africaine en Russie. Écoutez-moi bien. L'Afrique influence la Russie parce que le christianisme orthodoxe des Russes est fortement inspiré du christianisme orthodoxe africain éthiopien. Voilà une première piste. Allez étudier les icônes de l'église orthodoxe russe. Vous vous rendez compte que l'essentiel du catholicisme russe, l'essentiel du christianisme russe, est une copie adaptée. L'essentiel de ce christianisme est une copie conforme. Eh bien, c'est une copie conforme du christianisme orthodoxe éthiopien. Du christianisme orthodoxe éthiopien. Excusez-moi mes amis, je vais donner une petite consigne à mon personnel et nous reprenons notre exposé dans moins d'une minute. Excusez-moi, donnez-moi juste une toute petite minute s'il vous plaît. Je vous laisse sur fond musical. Je vais donner une petite consigne au niveau de... Excusez-moi, donnez-moi juste une minute mes chers amis. Ça devrait aller. Un instant.
Voilà. Donc, je suis en train de vous parler de l'influence africaine en Russie. Macron semble faire comme si il était le seul à connaître un tant soit peu la Russie. Donc, le christianisme russe que vous voyez est inspiré en très bonne partie du christianisme orthodoxe tel qu'il est pratiqué, notamment par les Éthiopiens. L'église d'Éthiopie et l'église russe ont une mémoire commune. J'ai été impressionné par le nombre d'icônes, de saints noirs, qu'il y a dans les cryptes des églises orthodoxes russes. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, étudier l'influence littéraire de l'Afrique en Russie. Quelques-unes des plus grandes plumes de la littérature russe sont d'origine africaine. C'est le cas du grand Alexandre Pouchkine, dont je détiens un buste acheté à Moscou dans mon oratoire de Normandie. Pouchkine est un descendant d'Africains. Étudier l'histoire militaire, l'histoire nobiliaire des grands Africains, et c'est le cas par exemple de Hannibal, qui va en réalité devenir l'un des plus grands généraux de l'armée russe. Enfin, venons au XXe siècle, sous la période soviétique. Mais la Russie est couverte de lieux de reconnaissance et de mémoire des grands Africains. La Russie est couverte de lieux de mémoire et de reconnaissance des grands Africains. Ali, il faut attendre. Si la personne vient, tu lui ouvres et tu lui demandes d'attendre. Merci. Excusez-moi, j'essaye simplement de bien relancer. Voilà. Donc, dernier point d'influence, les grands héros, les grands patriotes africains de la lutte anticolonialiste, anti-impérialiste, eh bien, du XXe siècle, sont honorés en Russie. Le nom de Patrice Emery Lumumba, le nom de Nkrumah, les grands Africains du XXe siècle, ils sont tous salués en Russie. Les Fidel Castro, les Amilcar Cabral, ils sont salués en Russie. Quand je suis allé donner ma conférence à l'Institut des études africaines à Moscou, j'ai été tellement ému. Ma conférence a été délivrée dans une salle où le portrait dominant la salle est celui du camarade Agostinho Neto, leader de la révolution angolaise. Même dans le métro de Moscou, vous trouvez des fresques consacrées à la lutte anti-impérialiste et anticolonialiste des Africains. Dans le métro de Moscou, qui est l'un des plus beaux au monde. Vous comprenez? Donc, on pense que la Russie influence l'Afrique. On ne voit pas assez comment l'Afrique influence la Russie. Vous pensez qu'il n'y a pas d'influence africaine en Russie? Il y a une influence. De la même façon, vous regardez les relations entre l'Afrique et l'Europe en pensant toujours que c'est l'Europe qui influence. Mais qu'est-ce que l'Afrique n'a pas modifié dans l'Europe? On peut étudier l'influence africaine sur l'Europe. Mais regardez les États-Unis d'Amérique. La culture américaine aujourd'hui peut-elle s'expliquer sans la civilisation africaine? Est-ce qu'on peut comprendre, par exemple, la prospérité culturelle des États-Unis sans l'apport négro-africain? Vous pouvez? Regardons vers l'Asie. J'espère que vous savez que les populations noires sont les premières populations de tous les continents. Que le Japon, la Chine, l'Inde actuelle, tous les continents ont d'abord été peuplés par les Noirs avant la grande mutation génétique de la peau, qui a accouché de toutes les variétés que vous connaissez. Vous parlez de quoi? Donc, ils veulent nous présenter comme des gens qui se sont contentés et qui se contentent de répéter ce que les autres ont inventé. Alors que ce n'est pas vrai. Même maintenant, ce n'est pas vrai. Si nous étions si nuls que cela, mais pourquoi nous avons réussi là où vous avez échoué, Macron? Macron qui a échoué plusieurs fois le concours d'entrée à l'école normale supérieure, où il espérait passer le concours de l'agrégation pour être agrégé comme moi. Il a échoué. Rien que quand on prend Macron et moi, on voit très bien que l'intelligence n'a rien à voir avec la couleur de la peau, non? La preuve, il a échoué. Moi, j'ai réussi. Je suis noir, il est blanc. Ça fait quoi? C'est pas l'épidème qui compose. C'est l'esprit. Et il souffle où il veut. Sinon, Macron n'allait pas échouer.
pensez que les Africains qui sont reconnus, haut classés, compétents partout dans le monde, vous pensez qu'ils n'ont pas, ils n'ont pas derrière eux des noirs, des blancs, des rouges, des jaunes par rapport auxquels ils sont meilleurs? C'est la vie. Il n'y a pas de race supérieure. Il n'y a pas de race supérieure. Sauf dans la tête à Macron et à ses petits ministres qui prennent les Africains pour des décérébrés qui ont besoin d'une greffe de cerveau russe pour réfléchir. Alors, considérant que M. Niamsi se comporte comme un relais, se comporter comme. Il suffit que quelque chose de moi ressemble à la Russie. Déjà, je suis bon pour qu'on arrache tous mes biens. Il se comporte, on ne dit pas il est un relais, hein, parce que s'ils disent il est un relais, ils craignent que ce soit facile pour moi d'établir la diffamation. Puisque je vais leur demander, prouvez que la Russie me demande de dire ceci. Montrez les preuves que la Russie me dicte mes communications. Par exemple, la conférence que je donne aujourd'hui, montrez-moi les preuves que c'est la Russie qui m'a demandé de donner cette conférence. Non, il se comporte comme un relais, comme. Se comporter comme. C'est-à-dire que dès que tu ressembles sur un quelconque point à leur ennemi juré, tu es leur ennemi juré. C'est-à-dire que même si, à la limite, j'avais un accent qui est proche de l'accent russe, ce serait déjà une bonne raison pour m'arracher tous mes biens. Et même m'arracher la vie. M. Niamsi a donné une vidéo sur la solidarité concrète de la Russie envers le peuple malien. Mais c'est vrai ou c'est faux? La Russie est concrètement solidaire envers le peuple malien. Ça, c'est vrai. Je ne renierai aucune de ces vidéos. Elles sont basées sur des faits. Je dis que l'armée russe a aidé l'armée tchadienne à libérer 21 soldats tchadiens capturés par des terroristes impérialistes. Ça, c'est vrai. C'est des faits. Ils ne font que citer des faits. Je relais des articles des journaux Sputnik et Russia Today. En tant qu'intellectuel, j'ai la liberté d'utiliser toutes les sources que je veux. Je suis docteur de l'université. Et à partir du grade de licence, on m'a dit que j'étais libre de penser en utilisant tous les outils à ma disposition. Et il n'y a aucun document tabou pour le philosophe que je suis. Personne ne peut m'interdire l'exploitation d'un document. Personne. Personne. Je cite qui je veux. Je cite ce que je veux. Ça s'appelle la liberté de penser. Hein? Florent Pagny a chanté ça, vous ne comprenez pas. Concrètement, la liberté de penser, c'est que moi, Macron ne m'interdit pas. Si je veux lire Sputnik, je lis Sputnik. En tant qu'intellectuel, en tant qu'être humain. Vous ne pouvez pas m'interdire de lire ce que je veux lire. J'ai le droit à l'exercice de ma curiosité intellectuelle. Alors, il a essayé de donner des interviews aux médias de propagande russe RT. Mais j'ai donné des interviews aux médias russes. Mais j'en ai aussi donné aux médias français. Pourquoi vous ne me pendez pas pour ça? J'ai donné à RFI, j'ai donné à France 24. J'ai retrouvé même une interview de moi là sur TV5. Avec l'excellente Denise Epoté, en 2017. Pourquoi vous ne me tuez pas pour ça? Pourquoi vous n'avez pas gelé mes avoirs? Pourquoi? Parce que vous êtes des dieux. Quand on passe sur France 24, sur RFI, on est un dieu. Je donne des interviews opportunément à tout organe de presse qui m'approche. Et je n'ai pas besoin d'avoir l'autorisation de Macron. Macron ne décide pas des journaux où j'ai le droit de parler. Parce que je suis un philosophe. Je parle où je veux. C'est aussi simple que ça, quoi. C'est pas possible que dans le pays de Sartre, dans le pays de Voltaire, c'est pas possible que dans ce pays-là, qui a quand même vu quelques-uns des esprits les plus libres de leur temps, Macron vient dire à un docteur en philosophie, agrégé de philosophie, professeur chevronné, écrivain, il vient lui dire, tu n'as pas le droit de citer RT, tu n'as pas le droit de citer Sputnik. Qui êtes-vous, Macron? Vous n'avez aucun pouvoir de m'empêcher de citer qui je veux. Je cite qui je veux. J'ai cité qui je veux, je citerai qui je veux. Comme on dit chez nous à Ouagadougou, content n'est pas content, mais content quand même. Macron n'est pas content, mais il est content quand même. Je citerai qui je veux et j'appelle les Africains à citer qui ils veulent. Ils citent qui ils veulent. La liberté intellectuelle ne se négocie pas avec les tyrans. La liberté intellectuelle ne se négocie pas avec les tyrans. Elle s'exerce. Oh, M. Niamsi a fait quoi? Il a lancé une pétition à l'Assemblée nationale sur les accusations de parrainage du terrorisme en Afrique formulées contre la France. Oui, c'est vrai. Mais l'Assemblée nationale française a refusé la pétition. J'ai lancé la même pétition à l'Union européenne, ils ont refusé.
Bon, par contre, quand j'en ai parlé sur Russia Today, ils sont d'accord qu'on en parle. Sputnik est d'accord qu'on en parle. Je parle là où on veut que je parle. Là où on ne veut pas, ben je laisse, je cherche ailleurs. Allez demander aux députés pourquoi ils ne veulent pas examiner l'affaire. Parce qu'ils ne veulent pas que la boîte de Pandore soit ouverte. Hein, j'ai relayé sur Facebook un article du chef de la diplomatie russe. En quoi c'est un problème? Macron, est-ce que vous êtes sûr de pouvoir geler les avoirs de tous ceux qui ont relayé des articles de la presse russe? Macron, est-ce que vous pouvez appliquer cette règle? Geler tous les avoirs de tous ceux qui ont relayé des articles de la presse russe sur les réseaux sociaux. Mais vous n'aurez plus de place pour emprisonner les Français. Vous n'aurez pas de place pour emprisonner les Français. Moi, je ne connais presque personne, même parmi les ennemis de la Russie, qui n'ait pas relayé des articles de la presse russe. Si ce n'est pour les critiquer, du moins pour les appuyer, ou pour les utiliser comme illustration de certains de ses arguments. Où est le problème, Macron? Il y a la censure officielle et il y a la pratique populaire. Là, la pratique populaire, même les médias censurés, on en parle. On en parle. Dans la pratique, on parle même de ce qui est censuré. Et c'est pour cela que vous saisissez mes biens. Et c'est pour cela que vous me menacez de mort, moi et ma famille. Niamsi a fait quoi encore? Il a relayé un article de Sputnik sur un échange téléphonique entre le président russe et le président centrafricain, dans lequel ce dernier faisait part de sa gratitude pour l'aide diversifiée fournie par la Russie. C'est vrai ou c'est faux? La Russie a aidé le Centrafrique, oui ou non? Le fait que j'en parle, c'est un crime? Non, mais soyons sérieux quand même, Macron. Le fait que moi je parle de l'aide que la Russie a apportée au Centrafrique, est-ce que c'est votre problème? Si le président centrafricain est content de l'aide que lui a apportée la Russie, Macron, quel est le problème de la France dedans? Quel est le problème de la France dans cette affaire? Je veux comprendre. On m'en veut de partager l'opinion du président centrafricain, Faustin Archange Touadéra. C'est pour ça qu'on arrache mes biens. Parce que j'ai partagé l'opinion du président centrafricain content de sa coopération avec la Russie. Est-ce que vous voyez où on en est? Bon, dites au président Faustin Archange Touadéra que parce que j'ai relayé son satisfecit à la Russie, Macron veut me tuer. Macron s'est emparé de mes biens en France parce que le président Touadéra a dit qu'il était content de ce que la Russie a fait pour le Centrafrique et moi j'ai publié. Voilà le crime. Qu'est-ce qu'il est minable? L'autocrate français. J'ai aussi diffusé un article de Sputnik qui parlait de l'intensité et la fiabilité de la coopération entre le Niger et la Russie. Mais c'est vrai, non? La coopération entre le Niger et la Russie n'est-elle pas fiable? Vous n'avez pas vu la défaite infligée aux impériaux terroristes le 29 janvier passé? L'armée nigérienne et son allié russe ont corrigé correctement les malappris. C'est un fait scientifique, là. Moi, je suis un serviteur de la vérité. Macron, où est le problème? Alors, l'ancien ministre de la Justice du Tchad a dit que la France entraîne, équipe et encadre des terroristes dans la région du Sahel. Ça, c'est vrai aussi. Ce sont des faits avérés, monsieur. Il y a plusieurs terroristes, comme Bob Denard, qui ont été encadrés par la France en Afrique. Oui! Il y a plusieurs coups d'État qui ont été organisés par la France en Afrique. Je ne vais quand même pas vous les lire, là. Que la France terrorise en Afrique, c'est un fait. Qui a assassiné Félix Roland Moumié à Genève? Les services français. J'ai tellement de preuves du terrorisme français. Pourquoi vous vous embrouillez? Amenez-moi au tribunal. Quand on dit que la France entraîne, équipe et encadre des terroristes dans la région du Sahel, moi je dis dans toute l'Afrique. Et cela depuis plusieurs décennies. C'est l'ancien ministre tchadien de la Justice qui l'a dit. Mais essayez de le poursuivre alors, si ce qu'il a dit est faux. Vous n'étiez pas derrière, la France n'était-elle pas derrière la guerre entre le Tchad et la Libye? Elle armait en même temps la Libye et le Tchad. Et s'amusait à regarder comment ces armes fonctionnaient. En voyant les Libyens et les Tchadiens s'entretuer. Ça, c'est écrit dans un livre d'une journaliste française, Anne Poiret. Mon pays vend des armes. Publié chez les Arènes à Paris. Allez lire le livre. Qu'est-ce que j'ai fait? Je ne suis qu'un passeur de vérité. Oh, j'ai publié quoi? En publiant entre le 14 et le 19 août, pas moins de 15 publications sur Facebook, avec la photographie de ce diplomate, accompagné du commentaire suivant. Le mercenaire français arrêté au Mali pour complot de coup d'État. Mais bien sûr, c'est le motif officiel avancé par les autorités maliennes pour arrêter ce monsieur. Et qui a dit que c'était un agent de la DGSE? C'est pas moi. C'est le directeur de la DGSE qui, au hasard d'une communication, ou un ancien directeur de la DGSE qui a présenté, eh bien, le monsieur arrêté au Mali
le mercenaire arrêté au Mali comme étant un agent de la DGSE. C'est pas moi. Tout ça, ce sont des faits aisés à établir. Le Mali ne l'a pas arrêté pour rien. Alors, M. Niamsi soutient publiquement les jeunes sahéliennes. J'ai le droit de soutenir qui je veux. Hein? Macron soutient publiquement le chef terroriste syrien, Ahmed Al-Shara. Est-ce que je l'en ai empêché? Hein? Il soutient publiquement le chef putschiste ivoirien Alassane Draman Ouattara. Est-ce que j'ai pu empêcher Macron de le faire? Il soutient le putschiste gabonais Oligui Nguema. J'ai fait quoi contre ça? J'ai rien fait. Je me contente de le dénoncer comme tout le monde. Mais c'est pas pour ça que j'ai cherché à m'emparer des biens de Macron. Et maintenant, je soutiens Kémy Séba. Mais c'est normal. C'est un panafricaniste. Il mène le même combat. Là, je soutiens Nathalie Yam. Mais c'est normal. C'est une panafricaniste et mène le même combat. Macron, vous soutenez vos amis néocolonialistes. Moi, je soutiens mes amis panafricanistes. Mais je n'ai pas cherché à prendre, votre voiture, votre maison. À cause de ça. Quel crime il y a à soutenir Nathalie Yam? Qu'est-ce qu'elle a fait de mal? C'est une combattante de la liberté africaine. Oui!